tes équipes sont à ton image. En soi, les projets IT sont relativement simples, c'est un budget, un planning et des risques à piloter. Bonjour et bienvenue sur WinTalk, le podcast IT au cœur du business. Aujourd'hui, on interviewe Stéphane Thueux, c'est un manager IT senior, c'est un expert en direction de projet, en management de transition et en transformation IT. Le plus important, c'est de faire l'IT pour le business et pas de l'IT pour l'IT. Quand une entreprise traverse une période complexe, Stéphane, il observe, il analyse, puis il établit un plan d'action. Un site e-commerce qui tombe, ça peut être entre 300 et 500 000 euros de chiffre d'affaires potentiellement perdu par heure. Il a seulement quelques mois pour remettre du sens, du collectif, pour reconstruire les équipes, pour améliorer les process IT et surtout pour livrer les résultats alignés avec les stratégies du métier. Une réunion de 10 personnes en 2 heures peut coûter environ 10 000 euros. Alors comment on fait pour tout changer sans tout casser? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Stéphane Thueux, c'est maintenant et c'est sur WinTalk. Déjà, du coup, Stéphane, merci d'être là. Je vous en prie, merci à vous. Content de t'accueillir. Donc, tu es manager de transition actuellement, hein, c'est bien Exactement. ça. Alors, moi, j'ai toujours l'image d'un manager de transition qu'on appelle dans une DSI, qui doit venir régler des problèmes, qui arrive quand c'est un petit peu, quand ça déraille un petit peu, quand c'est le bordel. Ouais. C'est à peu près ça ou pas? C'est un petit peu ça, en fait, c'est un facteur de plusieurs éléments qui va faire qu'à un moment donné, on a besoin de managers de transition, une réorganisation, des équipes qui sont, pour diverses raisons, que ce soit mal organisées, les process fonctionnent mal, et les managers de transition peuvent arriver dans cet écosystème. En général, quand on arrive, c'est que ça se passe pas forcément très très bien, encore une fois, pour plein de raisons. Mais oui, c'est un petit peu dans ce trend-là que je suis manager de transition. Alors, tu as piloté la Digital Factory de Gatling précédemment. Là, oui. Récemment, tu as repris des équipes, je crois, chez Kiabi. Exactement. C'est bien ça. Et pour le côté plus perso, enfin alors avant ça, au début de ta carrière, tu as commencé en tant que développeur, tu pourras peut-être nous l'expliquer auparavant, puis tu as connu une carrière évolutive et intéressante et impressionnante. Et pour le côté plus perso, donc tu as un côté sportif, je crois que tu aimes beaucoup le basket. Exactement, je te confirme, je fais 20 ans de basket en club, depuis mon plus jeune âge, donc je devais avoir 5-6 ans, jusqu'à mes 25-26 ans forcément. D'accord. Ok, s'agissant de ta carrière, de ton parcours, est-ce que tu peux peut-être nous parler de toi en 2-3 minutes, s'il te plaît? Avec plaisir. Écoute, moi, j'ai pas un parcours linéaire, en fait, comme tu le disais, je suis fan de sport depuis que je suis tout petit. Et forcément, quand je me suis projeté pour savoir ce que je voulais faire de ma vie, c'était forcément la filière sportive que je voulais choisir. Rien à voir avec l'informatique, forcément, et j'ai pas de prétention à faire de l'informatique à l'époque. Puis il se trouve que quand je suis arrivé en seconde, je suis pas forcément doué pour les matières scientifiques, donc je me suis remis un petit peu en question et j'ai pas choisi la filière sportive pour diverses raisons. Et j'ai choisi la filière du transport et de la logistique, voilà, okay. par opportunité de mon contexte familial à l'époque. Et donc post-bac, j'ai commencé un BTS transport et logistique que j'ai arrêté au bout de 3 mois parce que ça ne me plaisait pas, pour faire simple. Donc j'ai une petite année de transition où j'ai fait divers jobs pour gagner ma vie, pour faire simple. Et j'ai repris un BTS SEO dans le prolongement de l'informatique. C'était le démarrage de l'informatique à l'époque. Et j'avais mon PC à titre personnel. J'ai découvert un peu l'envers du décor de ce qu'était l'IT au sens fonctionnel du terme, ce qu'on avait dans un PC, etc. Mais pareil, sans ambition de faire carrière dans l'informatique et encore moins de faire des études d'ingénieur dans le prolongement du BTS. Et mon entourage, encore une fois à l'époque, m'a poussé à aller un peu plus loin que le BTS. Donc j'ai fait une école d'ingénieur, pour ne pas la nommer, qui est l'EPSI à Arras. Et je me suis découvert une passion pour l'IT. Et aujourd'hui, je bosse dans l'IT, ça va faire un peu presque 20 ans. Je suis passionné par ce que je fais. Et effectivement, j'ai une carrière plutôt orientée technique au début. Donc je travaillais chez Atos Origine, pour ne pas les nommer, où je fais un début de carrière plutôt classique. Autour du développement, notamment sur les technologies SharePoint, TMA, développement, etc., responsable applicatif. Et en 2011, en fait, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le groupe AXA, où j'ai passé 10 ans. Pour diverses raisons, post-Covid, etc., je me suis un peu posé plein de questions. J'ai essayé de me mettre indépendant en 2021. Donc là, ça va faire quasiment 4 ans, mois pour mois, que je suis indépendant. Et pareil, je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui est management de transition. Et forcément, pour revenir au sport, oui, il y a beaucoup de connotations entre le sport au global et le management que je peux faire aujourd'hui, mais je pense que c'est prévu qu'on en parle juste après. On pourra faire le parallèle, mais j'imagine qu'il y a pas mal de valeurs qui se retrouvent. Exactement. Et surtout de qualités qui se retrouvent entre le sport et puis la partie managériale peut-être qu'il faut avoir dans le monde professionnel. Donc tu nous as dit quand on a préparé ce podcast que tu arrivais dans un contexte, souvent c'était la jungle. Et puis après quand tu arrives, ça se remet vite en mouvement. Juste avant ça,
toi, j'aimerais savoir, quand on t'appelle pour une mission, c'est généralement pourquoi? Est-ce que c'est tu dois faire office de fusible? Est-ce que tu vas remplacer quelqu'un? C'est quoi ton rôle? Alors, en fait, j'ai un rôle un petit peu transverse de par mon parcours, en fait, où donc c'est plutôt orienté management d'équipe IT avec l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça peut être des développeurs, des testeurs, des product owners. Regarde mon parcours, je suis en capacité de travailler sur l'ensemble de la chaîne de delivery. Et je suis amené, alors on parle de management de transition, mais c'est beaucoup plus large. Je peux être directeur de programme, directeur de projet. C'est vraiment dans ce contexte-là où je suis plutôt orienté sur des projets à forte valeur ajoutée pour les clients avec lesquels je pourrais travailler. Et parfois, effectivement, ça arrive dans un contexte de management de transition, comme on le disait tout au début du podcast, où l'objectif, c'est de remettre un petit peu de cohérence par rapport à la stratégie de l'entreprise. Là, typiquement, à date, là, c'est suite à la démission du manager interne, nous avons besoin d'un manager de transition pour dans la continuité en fait, de ce que les équipes construisent actuellement. Ok. Ouais. Donc, tu arrives sur une mission, on t'appelle, Stéphane, on a besoin de toi. Comment ça peut ça? Enfin, besoin non, mais en tout cas, voilà, on a besoin d'un manager senior qui est en capacité d'absorber tout l'écosystème dans lequel je vais arriver. Tu arrives un petit peu comme un super-héros, en fait? Oui, je ne me qualifierais pas comme un super-héros, mais en tout cas, dans ce contexte-là, en tout cas, c'est plutôt comment je peux apporter de la valeur avec les clients pour lesquels je travaille. Et effectivement, si dans la continuité de la mission et les mois que je peux passer avec mes clients ou les années que je peux passer avec mes clients, si on se retourne et qu'on a fait du chemin dans l'intérêt de la structure, on peut considérer comme un super-héros, mais voilà, c'est plus la valeur que je peux apporter à mes clients pour lesquels je travaille dans l'intérêt de la stratégie de l'entreprise. Ok. Et alors, tu disais, quand tu arrives, c'est la jungle. Ouais. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, forcément, on parle de la jungle, c'est une analogie, hein, tout le monde l'aura compris. En fait, la spécificité du manager de transition ou du manager de manière globale, c'est d'avoir cette capacité à absorber une vue 360 de l'écosystème dans lequel il va interagir. Donc, je la compare à une jungle parce qu'on est un peu projeté au milieu de nulle part, dans des organisations qui sont souvent complexes, voire très complexes, où il va y avoir des facteurs humains, il va y avoir des facteurs forcément de delivery, des éléments qui sont perfectibles, d'identifier ce qui fonctionne aussi dans la chaîne de delivery. Donc quand je parle de jungle, c'est un petit peu tout ça en fait, en très peu de temps. Donc j'ai parlé sur un laps de temps de 3 à 4 semaines, d'avoir une overview de tout ça en fait, à la fois des équipes que je manageais, leurs spécificités, ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, la stratégie de l'entreprise, la stratégie des projets sur lesquels je vais être missionné, encore une fois, pour apporter cette valeur. Forcément, des éléments qui ne sont pas perceptibles, en tout cas, c'est un peu les non-dits, mais ce qui est sous-jacent à l'écosystème. Est-ce que les gens s'entendent bien? Est-ce qu'il y a des sponsors, des influenceurs, des trackers? Enfin, tout un ensemble de choses et d'éléments qui va faire que oui, c'est un peu complexe au début, et au fur et à mesure que j'avance, c'est que ça soit de moins en moins complexe et que je soulève un petit peu tous les capots et puis commencer à apporter de la valeur au fur et à mesure en fait. Ok. Et du coup, c'est quoi? C'est 2-3 semaines directement pour te repérer justement dans ces Ouais, c'est ça. Alors, des fois, ça peut être plus long, des fois, ça peut être plus court. Mais typiquement, si je prends le cas présent de ma mission actuellement, ça a duré 3 semaines. J'ai eu un ramp-up de 3 semaines avec le manager qui était parti. J'arrive dans un écosystème de réorganisation complète de la DSI. Et forcément, il y a le quotidien des équipes à gérer et les préparations budgétaires à horizon 3 ans. Donc, j'arrive dans un écosystème pendant 3 semaines qui était relativement pas compliqué, mais en tout cas, où j'ai absorbé beaucoup d'informations, qui fait que c'est le contexte propre du manager de transition, c'est cette capacité à absorber beaucoup d'éléments qui sont multifactoriels en très peu de temps, les analyser et se dire comment je pourrais avoir de la valeur demain sur les éléments de la chaîne de delivery. En fait. Est-ce que tu as des éléments peut-être un peu plus précis, tu sais, que tu essaies de comprendre avant de prendre peut-être une décision, la première décision justement en tant que manager de transition? Alors ce que j'essaye de faire moi quand j'arrive, si le temps me permet en tout cas au début, c'est de passer pas mal de temps avec les équipes que je manage. J'ai besoin de m'imprégner vraiment au quotidien de ce que font mes équipes. Et après, moi, c'est de le voir de manière plus large et de dézoomer par rapport à tout l'écosystème de l'entreprise. Encore une fois, là, je travaille aujourd'hui avec les équipes support et cybersécurité qui s'intègrent dans un écosystème de delivery au global. C'est comment, en comprenant ce qu'il faut au quotidien par les équipes, je peux travailler avec mes responsables ou mes équivalents pour apporter de la valeur dans ce contexte-là. En fait. Donc, c'est passer beaucoup de temps avec les équipes, en tout cas dans la mesure du possible, m'imprégner de ce qu'ils font et après commencer à activer quelques leviers pour soit mieux travailler, soit optimiser l'organisation, les processus, parfois les ressources aussi, parce que ça fait partie du job, mais encore une fois, dans l'intérêt de la mission qui m'est confiée. Okay. Donc tu vas sur le terrain, tu fais l'éponge au maximum. C'est ça. C'est ça. Et une fois que tu as tout épongé en termes de connaissances, de contexte, là, tu peux
commencé à peut-être employer une stratégie. Ouais, c'est exactement ça. Et la particularité, en tout cas au travers de mon parcours, j'ai cette capacité à descendre de manière très opérationnelle avec les équipes, quelle que soit encore une fois sur la chaîne de valeur, et de travailler en parallèle de ça, plutôt avec les décideurs, en tout cas les comités exécutifs, en tout cas tout ce qui va faire qu'on va prendre des décisions un peu plus stratégiques et structurelles pour la boîte, et avoir ce panel de compétences, pour dire bah oui, d'un point de vue très précis, dans tel écosystème opérationnel, on a telle problématique. Voilà comment on pourrait la résoudre de manière un peu plus globale dans le sens de la stratégie de l'entreprise. En plus, souvent, tu dis mes équipes, oui. Alors que ça fait même pas 2, 3 semaines, 4 semaines, même pas que tu es là. Donc, c'est pas un peu compliqué justement de faire bouger tout le monde en prenant en considération la pose un peu de leader pour les faire bouger alors qu'ils ne te connaissent pas en fait. Bah c'est encore une fois, c'est le propre de manager, soit de transition, en tout cas le fait d'arriver dans cet écosystème. Moi j'attache beaucoup d'importance à l'humain et au collectif d'hommes et de femmes. Ça remonte tout le boulot, à mon sens, premier du manager. Tout l'écosystème autour des projets informatiques. Alors je ne veux pas réduire à ça, mais je ne dis pas que c'est simple, mais c'est des budgets, des projets, des plannings, des technologies. Ce qui va faire que ces projets au sens IT du terme pour le métier vont fonctionner, c'est la capacité à créer des collectifs d'hommes et de femmes qui vont tous être orchestrés au fur et à mesure et qui va faire qu'à un moment donné ça va fonctionner ou moins fonctionner. Donc oui, après moi j'arrive dans des écosystèmes où je dois gagner en confiance, en crédibilité de la part de mes équipes, d'où le fait que j'essaie de passer du temps avec eux. L'idée c'est que j'essaie de connaître chacun d'entre eux au mieux, pas forcément sur l'aspect personnel, mais aussi d'avoir quelques clés de lecture qui va faire que j'aurai une bonne compréhension de leur manière de fonctionner. Et après, moi, mon job de manager, c'est d'orchestrer un petit peu les individualités que je peux avoir dans les équipes, dans le collectif au global. Donc c'est pas simple, et surtout que parfois je suis amené à manager forcément des personnes en interne alors que je suis externe, ce qui peut poser parfois pas des conflits, mais en tout cas une certaine défiance surtout quand ça fait 10 ans qu'ils sont là les mecs. Oui, c'est ça. Pour certains d'entre eux, ça fait plus pour le coup. Mais voilà, après, c'est la faculté du manager de transition d'absorber ça et de se projeter, pas comme une personne transitoire, mais une personne qui va apporter de la valeur pendant un laps de temps, qui peut être quelques mois, quelques années, et que les équipes se reconnaissent là-dedans, en fait. Et s'inscrire dans la stratégie de la structure, et non pas juste être, entre guillemets, un pion, pardonnez-moi l'expression, très court terme, qu'on va acheter dans quelques mois, et où les équipes vont pas accrocher sur le fait que ça soit un manager externe qui arrive en transition pour apporter de la valeur. Après, c'est moi aussi mon rôle, en tant que personne, de faire en sorte de faire gagner la confiance des équipes, forcément au fur et à mesure, mes équipes opérationnelles et aussi de mon écosystème, mes responsables, mes équivalents, qui fait qu'aussi ils peuvent se poser parfois les questions. Mais par expérience, ça fait 4 ans que je fais ça, comme je le disais tout à l'heure, globalement c'est plutôt bien passé. En tout cas, au fur et à mesure que les semaines passent, ça se passe de mieux en mieux. Forcément, tout au début, et moi le premier, comme je disais tout à l'heure, on arrive un peu dans une jungle, je tâtonne un petit peu sur pas mal d'aspects, et au fur et à mesure, je prends mes marques, les équipes aussi prennent leurs marques, et au fur et à mesure, ça se passe de mieux en mieux. Bon, d'ailleurs, j'en profite. Je m'adresse à vous, les auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, mais vous vous abonnez pas. Donc, on a besoin que vous nous donniez un peu de force. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur toutes vos plateformes de podcast préférées, et également à activer la petite cloche pour avoir les nouveaux épisodes. Merci par avance. Tu parlais de faire de l'IT comme un levier de business. Oui. Même dit différemment, l'IT, en fait, ça dépend du métier. Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement ? Par rapport à ça, moi la vision que j'en ai, et de par mes expériences, notamment ce que je disais tout à l'heure, on a passé 10 ans chaque ça, on était très orienté produit, et la vision que je peux en avoir, c'est qu'on ne fait pas de la tech pour la tech. On fait de la tech au service du business, quels que soient les business, qu'on soit dans le e-commerce, qu'on soit dans le retail, qu'on soit dans la banque assurance. L'IT est un outil pour faire performer les business. Donc notre rôle, enfin mon rôle et le rôle des équipes avec lesquelles je travaille, c'est avant tout de comprendre la stratégie des business et de traduire cette vision business en produits et outils informatiques qui vont faire performer le business, soit en termes de chiffre d'affaires, en termes d'image de marque, etc. Enfin, donc c'est vraiment dans ce sens-là où on est les traducteurs d'une vision d'entreprise, mais comme les fonctions support, le marketing, le juridique, c'est un peu dans cette déclinaison-là, et qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, l'IT est un levier, pour ne pas dire un des seuls leviers, qui peut faire performer les business de par la scalabilité, par exemple, et de par le fait qu'aujourd'hui, y a de l'IT partout, en fait, qu'on le veuille ou non, l'IT est omniprésent, et donc de fait, on est des acteurs majeurs du fait que les business performent. Et pourquoi tu as déjà rencontré des personnes qui faisaient de l'IT pour faire de l'IT et qu'ils ont oublié que l'IT était justement un levier pour atteindre
une action business? Oui, alors moi, c'est des mots que je passe souvent à mes équipes, c'est de l'IT pour l'IT. Alors même si Microsoft ou Apple a démarré dans un garage, c'est de l'IT pour l'IT. Encore une fois, l'IT est un levier, et un outil. Donc du coup, dans ce cadre-là, faire de l'IT pour l'IT, je ne trouve pas que ça ait une plus-value dans le cadre des structures dans lesquelles on travaille. Et qu'elles soient grosses comme petites. D'ailleurs, aujourd'hui, vous enlevez l'informatique de n'importe quelle entreprise, qu'elle soit grande ou petite, globalement, tout le monde s'arrête de travailler. Quand je dis tout le monde s'arrête de travailler, c'est pas de chiffre d'affaires, voilà, c'est un peu le cercle qui s'enraye. Et on le voit aujourd'hui, moi je travaille avec les équipes support, les outils sur lesquels on travaille, il va y avoir une interruption de service, ça va impacter directement le chiffre d'affaires de la boîte, à des proportions qui sont quand même à plusieurs milliers d'euros, voire parfois millions. Donc c'est pour ça que l'IT et tout ce que ça peut comprendre en termes de process, de technologie utilisée, on parle beaucoup d'intelligence artificielle par exemple, c'est un levier pour se dire demain comment l'IT est une plateforme, encore une fois, un levier de performance pour le business. Tout ce qui concerne l'IT au global, aujourd'hui est un élément, à mon sens, central pour les business pour lesquels on travaille. Et comment tu fais du coup pour jongler entre le métier qui doit comprendre que l'IT est un levier pour eux, et tes équipes IT qui doivent comprendre justement que c'est un levier, eux, pour le business, ils ne font pas seulement de l'IT pour faire de l'IT. Que chacun, on va dire, peut être contributeur et peut être finalement dans une même équipe où le métier et l'IT se rapprochent de plus en plus. Alors, notre travail, mon travail en particulier, c'est de comprendre ce que mes équivalents métiers souhaitent, encore une fois, de manière très large, et comment je la traduis et comment je donne le sens en fait à mes équipes. Mes équipes, elles ont un sens technique parce que c'est notre boulot de base, et moi le premier, comme on le disait tout à l'heure, j'étais développeur, donc le métier technique c'est une passion avant tout, mais comment on traduit cette passion, encore une fois, en traduction business, et ça c'est mon rôle, et c'est quel sens je donne à mes équipes en disant, typiquement je prenais l'exemple du support il y a quelques secondes, mes équipes support, en fait il faut qu'ils aient connaissance que la plateforme quand elle s'arrête, c'est plusieurs milliers d'euros ou millions d'euros à la clé qui vont impacter. Donc c'est-à-dire si on ne travaille pas sur une notion de qualité en amont, sur la qualité des devs, que ce soit autour de la sécurité ou des choses comme ça, ou des standards de développement, on parle souvent de résilience pour le coup, typiquement c'est le sens que je veux leur donner. Attention, si on n'est pas centré, focus, utilisateur ou customer centric ou des choses là, ou business, forcément on va louper le sens qu'on donne à notre travail du quotidien. En fait. Encore une fois, qu'on soit dans des grosses ou petites structures, c'est le sens qu'on donne de l'IT auprès des équipes pour les métiers, et que les métiers soient contents. Alors, encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours, si ça serait simple, ça se serait, mais globalement notre travail du quotidien, c'est comment toute la chaîne de delivery et de production IT peut donner la satisfaction en termes de qualité de service et forcément de chiffre d'affaires pour nos business en fait. Ok, donc toi tu dois aussi t'absorber de cette vision métier, t'en imprégner et après mettre en action avec tes équipes. Et en amont, j'imagine, identifier plein de choses qui pourraient bloquer à ce plan d'action, peut-être. C'est primordial, et je vais même plus loin, c'est qu'on est en capacité aussi, parfois, je dis pas tout le temps, mais de challenger aussi le métier sur certaines décisions. Parce que des fois, on parle de technique, mais on n'a peut-être pas forcément les solutions techniques aussi qui peuvent être en cohérence avec la vision du business. Donc c'est aussi, nous, d'alerter parfois le métier, dire attention, on voulait partir cette option-là, ça a du sens d'un point de vue business. Par contre, technologiquement parlant, on n'a peut-être pas forcément tous les leviers, ou ça va demander un petit peu plus de temps, de R&D. Là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, encore une fois. Aujourd'hui, les use cases de l'intelligence artificielle, ils sont encore discutables, entre guillemets. Même si on sait que ça va arriver dans les prochaines années, que ça va être un raz-de-marée. On est vigilant qu'il y a une vision business. Maintenant, c'est pas open bar pour le business, on est capable de tout faire côté IT. Et c'est notre travail en tant que manager avec mes équivalents, encore une fois, de donner certaines limites, de dire attention, oui, on peut faire du business avec l'IT, mais dans l'IT, il y a un cadre de référence, il y a une chaîne de fabrication, et je pense que c'est une thématique qu'on va aborder après, qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et nous, on est garant de faire du delivery IT dans une cohérence par rapport à la stratégie de la boîte, d'un point de vue IT, la gouvernance, la sécurité, FinOps, si je parle de la partie opération, etc. etc. Mais du coup, j'ai une question, tu vois, dans le sens où tu me dis, on pose la question au business pour leur faire comprendre que l'IT ne pourra pas forcément suivre à chaque fois. Oui. Et est-ce que c'est arrivé de changer le business d'une manière raisonnable pour que ça s'adapte à l'IT? Plutôt l'inverse, tu vois.
Oui, ça... Pas perdre la trajectoire finale, tu vois, me dire on va réorienter un petit peu le business ou comment on va atteindre le business pour s'adapter à l'IT parce que ça sera beaucoup plus efficient comme ça. Alors, souvent, le fait qu'on prenne cette option-là, c'est lié à des sujets de budget. Parce que toujours. Encore une fois, dans un contexte, qu'on le veuille ou non, financier. Donc, c'est le métier qui forcément nous finance l'IT de manière générale en tant que fonction support. Et à un moment donné, il y a parfois une incohérence entre la vision que le métier va avoir et le financement qu'il peut y avoir en face. Donc en fonction de l'investissement que le métier veut faire, on peut revoir un petit peu les leviers business de par le fait que l'IT n'est pas en mesure de répondre à la totalité de ses besoins. En fait. Parce que forcément, demain, avoir des fortes ambitions, c'est bien, mais à un moment donné, on a des ressources aussi à manager, à financer. Et globalement, l'IT, c'est plutôt des ressources importantes, en tout cas sur la vision que je peux en avoir. Et donc, de fait, à un moment de fois, il y a un déséquilibre entre la vision qu'on veut faire. Donc, on dit côté IT, attention, vous avez une belle ambition. Maintenant, de notre côté, on va peut-être pas pouvoir tout faire dans le contexte dans lequel vous voulez le faire, ou en tout cas pas aussi vite que vous voulez le faire. Parce que forcément, toujours des contraintes à dire qu'il faut le faire pour hier ou dans les prochaines semaines. Globalement, la chaîne de delivery, surtout dans les structures qui sont assez complexes et importantes, on a une inertie, qu'on le veuille ou non, qui est là et qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas aller aussi vite qu'on ce que je voudrais. En tout cas, on peut aller aussi vite que le business souhaiterait qu'on y aille. En fait. Okay. Et c'est mon boulot, encore une fois, de manager, d'absorber ça avec mes équivalents et mes équipes pour faire attention, voilà, pas mettre les équipes IT sous pression au quotidien, en tout cas de manière régulière. On se demande une bonne gymnastique cérébrale, ton métier. Ça, ouais. Entre métier et l'IT, ça doit faire tic-tac dans le cerveau. Tu parlais du time to market et tu disais notamment que c'était pour toi un indicateur clé. Pourquoi ? Oui, alors en fait, le time to market, c'est une notion qui est pour moi une notion essentielle et qui est un marqueur pour le business d'avantage concurrentiel. Je prends un exemple très simple. Une nouvelle feature ou un projet innovant qui va sortir, si vous le sortez au bout de 3 mois et que votre concurrent le sort au bout de 6 mois et que ça révolutionne le marché sur lequel vous êtes, vous comprenez facilement que l'outil ou produit que vous allez sortir, il est inhérent aux équipes IT, enfin en tout cas la capacité des équipes IT de délivrer, et le time to market est en soi un élément clé, en tout cas un KPI, en tout cas un marqueur clé, de la capacité des équipes IT, ce qu'on disait tout à l'heure, à transformer une vision business, je ne vais pas dire le plus rapidement possible, parce que dans le plus rapidement possible, j'associe aussi la notion de qualité de ce qu'on va délivrer, mais le time to market, c'est la cohérence, enfin en tout cas la corrélation entre la qualité qu'on va délivrer et la capacité des équipes IT à délivrer un produit ou une application, une nouvelle feature qui va faire la différence par rapport aux concurrents. Okay. Donc on essaie de challenger, je ne dis pas que c'est simple tous les jours, bien entendu, mais en tout cas cet élément-là est un facteur clé effectivement de réussite de l'IT par rapport au levier que le business va l'activer. Et derrière, en fait, quand on parle de time to market, c'est la capacité des équipes IT avec toute la gouvernance que ça peut comprendre et auquel je contribue, de faire en sorte que toute la chaîne de fabrication et de delivery soit la plus optimale possible. Pas dire la performante parce que ça serait j'irais trop loin, mais en tout cas la plus optimale possible. Sur la chaîne, sur les tests, sur le développement, sur le run que je manage aujourd'hui, sur la cybersécu. Voilà, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IT qui va faire qu'à un moment donné, tout ça va être organisé de manière efficiente et efficace, qui va faire que le time to market va pouvoir être plutôt le plus bas possible. En tout cas, il tend. Le plus performant. Le plus performant. Et du coup, tu prends des équipes pour arriver, tu manages des équipes pour arriver justement à ce time to market. Oui. Mais du coup, tu dis que tes équipes, elles sont à ton image. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dégages tout le monde et tu reconstruis l'équipe ou tu les refaçonnes ? Non, j'irai pas jusque-là. Comme je disais tout à l'heure, mon travail consiste à avoir plusieurs clés de lecture au global des équipes que je manage. Ça peut être financière, ça peut être les ressources, ça peut être le time to market qui peut être perfectible aujourd'hui. Et c'est l'ensemble de ces facteurs-là que je vais analyser, en tout cas voir, pour se dire demain quels sont les engrenages qui manquent un peu d'huile ou de graisse. Encore une fois, je fais une analogie. Et sur quels éléments, moi, je vais pouvoir travailler, moi, avec mes équipes et aussi de manière un peu plus globale avec mes équivalents et mes managers, pour se dire attention, on a peut-être un petit loupé, on a peut-être besoin d'aller travailler sur cet aspect-là pour justement cet engrenage aille mieux, pour que le time to market soit optimal. Et pour répondre à ta question sur les équipes, sur l'image des managers, alors, encore une fois, ça me regarde, mais c'est comme ça que je le vois. Pour avoir eu des managers qui m'ont un peu inspiré, j'ai essayé forcément de coller un peu à leur image qui me valait. Après, c'est des valeurs qui sont intrinsèques à la personne en tant que son écosystème personnel et aussi son parcours personnel, donc qui fait qu'à un moment donné, moi je récupère des équipes que je construis from scratch et effectivement à l'inverse, je récupère parfois des équipes qui sont
qui sont dans les organisations que je récupère. Et parfois, comme je disais, on a besoin d'activer des leviers pour optimiser les ressources, pas forcément sur l'aspect financier, mais pour faire en sorte que les engrenages aillent mieux. Et parfois, c'est pas le côté le plus sympa du job, mais parfois, oui, je suis amené à mettre fin à des missions parce que on sent que la personne ne s'inscrit plus tout à fait dans les perspectives en fait, qu'on a pu, que la boîte peut avoir. En fait. Est-ce que tu dirais que du coup, dans tes équipes, celles que tu recrutes, il y a des personnes qui partagent toutes les mêmes valeurs que toi, ou c'est qu'il y a juste des similarités? Parce que je fais le parallèle un peu avec nous chez Winsight, c'est toujours intéressant de savoir. On recrute, nous de notre côté, des personnes parfois un peu différentes, mais où on se retrouve sur les valeurs fondamentales. En tant que personne, je parle, donc il y a un côté très, très personnel, mais différent de nous parce qu'on n'a pas le même mode de vie, parce que si, parce que ça. C'est exactement ça, je pense que tu as dit le juste mot. En fait, c'est des valeurs communes qui sont le socle commun, où on va parler plutôt de culture d'entreprise. Donc c'est associé que les personnes que je puisse recruter, elles ne soient pas tous dans le même moule, si je peux prendre cette expression-là, parce que sinon, les équipes ne vont pas forcément avoir une vision un peu différente, apporter des choses un peu différentes, parce qu'à un moment donné, c'est le pluralisme qui va faire qu'on arrive à faire des choses un peu différentes et qu'on ne soit pas dans le même moule. Mais effectivement, moi, je suis attaché quand je recrute des personnes, pas forcément avec les mêmes valeurs que moi, mais qui vont s'inscrire dans les valeurs que moi, je veux projeter avec les équipes. Je parle souvent de savoir-être plus que de savoir-faire, donc plutôt soft skills et hard skills. Je trouve que les valeurs de savoir-être sont importantes, si ce n'est plus importantes que les valeurs on va dire, savoir-faire. Je prends souvent l'exemple, encore une fois, c'est ma propre vision sur mes équipes. C'est beaucoup plus simple de faire travailler quelqu'un pour monter en compétence sur un langage de programmation ou des choses comme ça, que de faire monter en compétence quelqu'un sur la manière d'animer une réunion, de gérer son stress. Forcément, on peut faire des formations, mais ça a un attrait aussi à des aspects intrinsèques des personnes sur lesquels, moi, en tant que manager, je vais essayer de travailler. Maintenant, c'est surtout et avant tout la personne en tant que telle qui va prendre les leviers que je peux lui donner. Moi, je suis là pour être accompagné, une certaine forme de coaching, je vais dire ça comme ça, mais c'est avant tout la personne qui va saisir les clés à l'intérieur d'elle pour justement s'inscrire dans les valeurs de l'entreprise, et là, on va les amener en fait. En gros, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Soit tu es comme ça, c'est plus facile d'apprendre quelque chose de technique, pour reprendre tes mots, plutôt que d'apprendre à se changer soi-même. Oui, alors je veux pas résumer à la technique, c'est simple, sinon je vais mettre pas mal de mes équipes à dos, mais globalement, voilà, encore une fois, c'est la formation technique et technologique, pour reprendre le mot que je disais tout à l'heure, c'est un métier de passion, donc c'est beaucoup plus simple d'aller travailler sur des choses de passion et sur lesquelles on va apprendre de zéro quelque chose de technique. Après, travailler sur la gestion du stress, comme je disais tout à l'heure, c'est propre à chacune des personnes. C'est un chemin personnel. Voilà, c'est un chemin personnel. Ça prend en compte aussi le vécu de la personne à titre personnel et pas que professionnel. Enfin, il y a un ensemble de facteurs qui ne sont pas inhérents au parcours professionnel de la personne, mais plutôt personnel, qui fait que des personnes vont avoir plus de mal à travailler sous pression. Et ça, c'est mon boulot de manager, de régler ça un petit peu, entre guillemets, de manière individuelle et de faire en sorte qu'au niveau collectif, tout le monde se retrouve, encore une fois, pour avoir cette cohérence sur ce qu'on veut faire avec les stratégies du business, en fait. Donc mon rôle, c'est un peu chef d'orchestre, je vais prendre ce terme-là. Si je fais une analogie, encore une fois, j'ai un ensemble de notes et de partitions. Les notes sont mes ressources ou mes collaborateurs ou collaboratrices. Mon objectif, c'est que l'harmonie soit la plus optimale possible. Et du coup, en parlant d'harmonie sur les soft skills, quand tu reprends une équipe pour la reconstruire ou la façonner, c'est donc beaucoup plus compliqué quand les soft skills ne sont pas au rendez-vous. Oui, alors c'est propre du rôle du manager de transition. Oui, c'est beaucoup plus complexe. Comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple de créer des équipes from scratch parce qu'on part d'une page blanche. Après, c'est là où moi ça me challenge, c'est parce que je récupère des équipes dans un état qui sont ce qu'ils sont, pour plein de raisons. Et moi, c'est comment j'arrive en quelques mois à faire en sorte de changer un petit peu le mindset de l'équipe par rapport à mes expériences, ma manière de fonctionner, et de les amener là où je veux les amener. En fait, je me pense souvent comme quelqu'un qui donne du sens, ce que je disais tout à l'heure, avec on a une stratégie qui est cible, on a une petite lumière là à 10 ou 20 km. Alors, mon boulot, c'est d'amener mes équipes à ces petites lumières. On sait que le chemin, il va pas être simple, et mon boulot, c'est un peu de baliser le chemin de part et d'autre. Oui, c'est un petit peu ça. Enfin, en tout cas, je me considère pas comme leader, en tout cas, j'y contribue. Mais c'est un petit peu ça, en fait. Voilà. Et dans ce cadre-là, oui...
Mon boulot, c'est de faire en sorte que les équipes se retrouvent et que je donne le sens à chacun de mes collaborateurs et collaboratrices dans le sens du sens collectif de la structure, en fait. Et on va venir travailler. Alors, parfois, ça a des aspects un petit peu psychologiques. Je ne considère pas comme psy, mais ça peut en faire partie. Et c'est mon travail, voilà, de faire en sorte que là, cette harmonie fonctionne bien de l'individuel avec l'ensemble du collectif. Okay, j'ai un de mes collaborateurs, ici, regarde le podcast, je pense qu'il va se reconnaître, qui arrivait dans mes équipes quand j'étais chez Chaxa. C'était un très très bon leader technique, mais il lui manquait une perspective pour prendre un petit peu d'épaule. C'était de sa capacité à parler en public. Mais quand je dis parler en public, animer une réunion entre 4-5 personnes dans mon équipe, c'était compliqué pour lui. Et j'ai travaillé, alors, il n'y avait pas que moi, mais j'ai fortement contribué en disant, écoute, l'élément que tu dois travailler pour prendre plus de hauteur, de largeur, c'est cet aspect, capacité à prendre la parole à l'oral. Et on a travaillé au fur et à mesure, et 3 ans après ou 4 ans après, il faisait des Vox devant 500-600 personnes. Il a été pris comme MVP chez Microsoft, et il a été plus loin, c'est qu'au lieu de faire des Vox en français, il était le faire en Angleterre il y a quelques années. En fait. Chapeau, lui. Voilà. Donc, alors après, encore une fois, j'étais, je ne vais pas dire l'éclaireur, mais en tout cas l'impulseur de cette chose-là. Comment tu as fait ? Comment j'ai fait ? Écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est de travailler pas mal avec la personne, et c'est de comprendre les freins qu'il pouvait avoir, de le mettre aussi, parfois de le bousculer, de le sortir un petit peu de sa zone de confort, parce qu'à un moment donné, on passe aussi par ça. Le fait qu'on puisse se développer davantage, c'est de sortir un petit peu de cette zone de confort, en tout cas pour les gens qui veulent le faire. Je reviens sur l'aspect psychologique. À un moment donné, si la personne ne voulait pas sortir de sa zone de confort, j'ai beau être leader, manager ou coach, si la personne ne le veut pas, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Enfin, en tout cas, c'est ça exactement. Là, j'avais le sentiment qu'il en avait envie, qu'il voulait y travailler. Bon, même s'il s'est fait un petit peu violent, ça pourrait être cru dans mes propos au début. Il a pris confiance au fur et à mesure. Après, c'est le cercle vertueux qui s'est enclenché. Il a fait devant une petite réunion d'équipe, et puis des plus grosses réunions d'équipe. Et puis, il est venu à faire quelques ateliers au sein de toute la communauté de Chaxa. Et puis après, ça a pris plus d'ampleur. Et après, il s'est plus posé de questions en fait, sur le fait qu'il était en capacité de le faire ou pas. C'était, non, je suis capable de le faire, en fait. Et là, il se présente au futur présidentiel. Ça fait combien de temps ? Si c'est son souhait, on lui souhaite. Je pense pas qu'il ira jusque-là, mais moi, Non, mais c'est un sujet intéressant, parce que je pense que ça touche une grande partie de personnes dans les entreprises qui n'en parlent pas, qui n'osent pas en parler, etc. Et j'invite à tout le monde à aller voir un programme qui s'appelle EC3, qui s'appelle Les Authentiques, qui est animé par Jérôme Lacour. Je lui fais un peu de pub au passage. D'accord. C'est un gars que je connais et qui justement aide les gens à se réaligner au niveau valeur. Des gens qui souvent ont des soucis de prise de parole en public, de gestion du stress, etc. Voilà, et c'est justement un chemin personnel, c'est pas une baguette magique qui arrive du jour au lendemain, ou un programme de formation en ligne qu'on suit et on développe des skills comme ça, quoi. Et je pense que le rôle de manager, en tout cas c'est comme ça que je le vois à titre personnel, on est initiateur de ça en fait. En tout cas moi je ne conçois pas mon rôle de manager sans avoir cette faculté, en tout cas cette capacité aux personnes que je manage. Si on peut te projeter pour que tu puisses progresser, voilà les leviers que tu pourras activer pour aller un peu plus loin demain. Encore une fois, tu as une notion de temps qui va être propre à la personne, et ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à son contexte personnel, en tout cas tout son écosystème perso, qui va faire qui est la personne à un instant T qu'elle est aujourd'hui, en fait, et les leviers qu'elle va pouvoir activer chez elle pour justement saisir ces fameuses clés que je disais tout à l'heure, ou perches qu'on peut tendre, et nous, on va les accompagner. Mais encore une fois, je te rejoins, si la personne n'a pas envie, on va avoir peu déployer tous les leviers qu'on souhaite. Ça va être compliqué. Et juste pour terminer sur l'exemple que tu as donné, j'ai une question, c'est combien de temps ça a pris à peu près transformation. Non, je pense que ça a pris 3 ou 4 ans facile. D'accord. Ça s'est pas fait sur 6 mois. Alors peut-être que s'il regarde le podcast et qu'il se reconnaît, il va me dire non Stéphane, c'était 2 ans ou 6 ans, mais je pense que je dois pas être trop loin de la moyenne. Ok, bon en tout cas voilà, si des gens se reconnaissent, c'est bien ce type d'exemple, je trouve. Toi, tu arrives souvent et tu prends des équipes que tu connais pas forcément. Est-ce que tu as eu, quand tu es arrivé, des personnes où tu t'es dit, celle-là, je me reconnais pas du tout, je vais pas arriver à travailler avec eux? Comment tu as fait pour gérer justement tout ça, peut-être des tensions ou des égos même? Alors, oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Et au-delà des équipes que j'ai pu récupérer, ça m'est arrivé aussi quand j'étais manager en interne, pas en mission. Ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer d'aller chercher les clés de lecture qui sont plutôt propres à la personne. Ce que j'ai dit tout à l'heure, et pas forcément l'écosystème personnel qui fait qu'il peut y avoir des freins ou des facteurs bloquants. Typiquement, un exemple que je citais tout à l'heure, c'est être managé par un externe. C'est comprendre pourquoi il peut avoir cette position-là
et aller crever l'abcès s'il y a besoin d'aller le creuser en fait. Et en général, quand on va jouer parfois un peu loin entre guillemets pour aller chercher ces clés-là, et en général, on arrive à aller plutôt sur un bon terrain d'entente pour que la cohésion se fasse de la mieux possible sur le long terme en fait. Mais globalement, c'est du travail à passer du temps avec les personnes, essayer de les connaître davantage, et encore une fois, essayer d'aller chercher ces clés de lecture que je peux essayer de percevoir ou pas. Ça m'arrive pas souvent, mais des fois, ça arrive que je n'y arrive pas. Et là, ça devient un peu plus complexe, effectivement. En fait, tu as un rôle de psy dans cette équipe. Oui, j'ai pas la perception d'être un psy, mais le boulot de manager, oui, il y a quelques éléments psychologiques qui rentrent en ligne de compte. À partir du moment où on est manager et qu'on touche à l'humain en tant que tel, la psychologie, c'est lié à l'humain. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a des éléments de psychologie qui rentrent en ligne de compte. Donc ça, tu parlais d'outils comme la clé de lecture. Ouais. Et tu nous as parlé également de chaîne de commandement. Oui, alors chaîne de commandement, moi j'ai été marqué, j'ai eu la chance, je pense que c'est pas quand j'étais chez AXA, on a eu la chance d'avoir l'interview du chef des pompiers de Paris en fait qui avait commandé bien entendu l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, et en fait il avait fait une analogie sur la chaîne de commandement, et forcément c'était lié à la DSI d'AXA, et on avait été marqué en fait sur l'exigence qu'il demandait à ses équipes de chaîne de commandement, parce que là, on ne parle pas d'IT, mais on parle d'humain avec potentiellement la mort à la clé, si les chaînes de commandement ne sont pas optimisées, et nous expliquer que plus la chaîne de commandement était réduite, mieux était l'organisation des équipes et des décisions qui étaient prises. Enfin, il n'y avait pas 10 étages entre le chef qui commande, entre guillemets, qui donne un ordre, et l'arrivée 10 étages plus bas, où l'ordre, en fait, n'a plus rien à voir avec l'ordre initial, qui peut avoir des catastrophes, encore une fois, humaines dans le contexte des pompiers et des contextes similaires. Donc, moi, l'image que j'en fais, et ça m'avait marqué, encore une fois, ce talk auquel j'avais participé, j'essaye de l'optimiser. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai la proportion à le réduire, mais j'essaye de l'optimiser. Effectivement, quand vous avez plusieurs interlocuteurs pour prendre une décision, et parfois c'est des petites décisions, on ne parle pas de décision stratégique, mais c'est juste appuyer sur un bouton pour délivrer, il faut 12 validations. On peut se poser la question, et en lien tout à l'heure avec le TTM, à un moment donné, s'il faut 1 heure pour appuyer sur le bouton alors qu'il faut 1 semaine, si on doit livrer une nouvelle feature, peut-être qu'à un moment donné, on est pas en cohérence. Time to market. Time to market, oui, pardon, merci pour la reprise. Mais effectivement, voilà, donc cette chaîne de commandement, l'analogie est faite, encore une fois, sur la chaîne de delivery auquel je participe, et comment on peut l'améliorer et l'optimiser, et la rendre encore une fois efficace, pas pour l'IT, encore une fois, j'insiste, mais pour les métiers pour lesquels on travaille, avec ce levier business. Et dans tous les domaines finalement, parce que tu te dis, à partir du moment où ça grossit, tes équipes grossissent, tu te dis, est-ce que je mets des échelles ou en tout cas des intermédiaires entre, ça a des effets positifs comme ça peut avoir des effets négatifs. Les effets positifs, c'est que tu peux aussi prendre du recul toi et prendre des décisions plus stratégiques, etc. Les effets négatifs, c'est que peut-être aussi tu es moins au courant de ce qui se passe vraiment sur le terrain, si tu n'as pas un bon niveau de communication. Enfin bon, ça. C'est l'info qui descend mal, le téléphone arabe, et tout de suite. C'est exactement. Et puis, on appelle souvent radio moquette ou le bruit qui va au-delà de ce qu'on demande aux équipes opérationnelles. Donc, encore une fois, c'est mon boulot de manager d'essayer d'atténuer le bruit. Mais oui, cette chaîne de commandement est ultra importante. Alors, ce qui est compliqué, c'est que les organisations dans lesquelles on travaille, c'est plutôt des grosses organisations qui ont une inertie qui est quand même énorme, et du coup tout l'enjeu c'est comment on arrive à réduire cette chaîne de commandement, pas forcément la réduire en termes d'étages, mais comment on la réduit pour qu'elle soit la plus efficace possible. Plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. On a quand même pas mal parlé de management, la gestion des équipes et de crise. Et si on parlait maintenant un peu d'exemples concrets de transformation IT, est-ce que tu en as à nous donner, peut-être des projets cloud que tu as pu piloter par exemple? Ouais, j'ai piloté plusieurs gros projets, c'est pas les seuls, mais j'ai quelques exemples. Il y a un premier projet que j'ai piloté où il y avait une transformation, comme beaucoup d'entreprises depuis quelques années, qui font la migration vers le cloud. Et globalement, là, l'objectif, c'était de migrer vers un cloud privé pour des questions de RGPD et de confidentialité des données. Donc, on a été amené à mes équipes à développer un portail d'orchestration des services IBM Cloud qui avait comme objectif de déployer l'ensemble des serveurs. Et c'était pour AXA, je crois qu'on parlait de 10 ou 15 000 serveurs, si je ne dis pas de bêtises, à migrer en fait vers ce cloud privé. Donc, c'est plutôt, c'est quand même un truc assez important, et donc au-delà des données à respecter et de la confidentialité des données, parce qu'AXA travaille forcément sur des données relativement sensibles, il y a aussi tout l'aspect financier au travers de FinOps, c'est comment optimiser la partie financière des infrastructures,
avec un exemple très simple, hein, c'est vos équipes travaillent du lundi matin jusqu'au vendredi soir. Sur la partie non-cloud, globalement, les infras vont rester allumées et vont consommer de la bande passante, du réseau, du CPU. L'objectif de FinOps, par exemple, c'est on coupe les infras le vendredi soir à 19h, on les rame le lundi matin à 8h du mat, et on essaie d'optimiser. Et quand vous êtes dans des grands groupes, forcément, les économies d'échelle, ça se chiffre en plusieurs milliers, voire parfois plusieurs millions d'euros. Donc, j'étais amené à piloter ça avec mes équipes. En tout cas, le portail d'orchestration des services, où il y avait un enjeu assez stratégique pour AXA. J'étais amené aussi à revoir un petit peu, à la petite échelle, une équipe de développement, où quand je suis arrivé, globalement, il y avait un chef de projet et 3 devs, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait plusieurs problématiques. La première, c'était que, encore une fois, je parlais de TTM. En termes de delivery, ils devaient livrer 2 fois par an. Donc en termes de valeur ajoutée sur le business pour lequel on travaillait, c'était quand même perfectible et forcément le métier n'était pas forcément satisfait. Quand j'ai soulevé le capot, je me suis aperçu qu'on faisait plus de 80% de run versus 20% de build, là où normalement les ratios c'est plutôt l'inverse. Ça avance pas trop alors. Et quand je dis du run, c'était globalement pas forcément du run en correctif évolution, mais du run plutôt N1, N2, c'est-à-dire faire des tâches plutôt relativement simples, en tout cas sur l'exécution. Et en comparaison de ça, on prenait des profils avec un tarif de développeur, sans citer de tarif, qui était plutôt haut par rapport au run qui était fait. Donc on a réussi avec le sponsorship du DSI adjoint à l'époque de créer une squad qui était dédiée forcément au build, de travailler pour amener une chaîne d'intégration continue, parce que dans cette équipe-là, en fait, il n'y avait pas d'intégration continue. Et encore une fois, en termes de time to market, c'est pas forcément optimal. Et pour remettre dans le contexte des développeurs, ils faisaient un peu old school du copier-coller pendant quelques semaines pour déployer sur les serveurs, qui, par rapport à la tâche du collaborateur, s'il n'y avait pas de valeur ajoutée, en tout cas pas de manière significative, qui coûtait un peu cher. Donc en 6 mois, je crois qu'on a réussi à mettre une petite chaîne de support avec 2 personnes qui étaient consacrées vraiment au run et qui commençait à donner satisfaction au métier. Et en parallèle de ça, on a donné aussi satisfaction au métier parce qu'au travers de ce qu'on a construit, donc c'était une squad de delivery avec un testeur, quelques développeurs, un producteur, enfin vraiment ce qui se fait aujourd'hui. On a réussi à rester, je suis parti avant, mais globalement, les scores que j'ai eu, c'est qu'ils arrivaient à délivrer quasiment une fois par mois. Ok, une nette amélioration quoi. C'est ça, entre la chaîne d'intégration continue, la chaîne de support, la revalorisation du job de développeur en tant que tel sur le build, on a réussi à créer pas mal de choses et encore une fois qui ont un effet positif vis-à-vis du métier. J'insiste, mon boulot c'est encore une fois ce qu'on disait depuis tout à l'heure pendant le podcast, c'est vraiment pour le business et avant tout pour le business. En fait. Un bon levier. On a parlé beaucoup de transformation, donc sur un projet où tu as accompagné d'une migration de serveurs au cloud et puis sur un peu la refonte d'une équipe tech. Quel sujet tu as pu rencontrer? C'est un gros sujet du moment et depuis certain nombre d'années, la cybersécurité. À quoi tu as pu te confronter durant ta carrière? Quels enseignements tu en as tiré sur ces sujets à la cyber? C'est comment on arrive à intégrer la notion de sécurité au travers de la chaîne DevSecOps, donc c'est le prolongement de DevOps avec la notion de sécurité en amont de la chaîne de fabrication. Donc c'est tout, c'est ce que je dis pour la sécurité est vrai de manière régulière, c'est que ça va coûter plus cher d'avoir un impact en production, qu'il soit un bug ou une faille de cybersécurité, et de la corriger. Donc l'idée c'est de travailler en amont de la chaîne, donc avec les équipes de dev, de mettre des outils en place au travers de Sonar. Je vais parler un petit peu technique pour ceux qui connaissent Sonar. Là, c'est de déployer des outils à l'équivalent de Sonar, même si Sonar le fait bien aujourd'hui, pour détecter le maximum de failles de sécurité et qu'elles soient détectées en amont de la chaîne, pour que quand on arrive en production, forcément, on réduise la surface d'attaque possible. Bien entendu, là, on parle plutôt du code. Il y a tout un tas d'éléments qui vont entrer en jeu sur la partie cybersécurité. Je parle des WAF ou d'autres outils. Mais en tout cas, moi, j'ai eu, et c'est ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs avec mes équipes, une partie de mes équipes, c'est comment on arrive à introduire la notion de DevSecOps très en amont de la chaîne de delivery. Okay. Donc ça passe par des ateliers, ça passe par des expertises cybersécurité, forcément au travers des pentests. Mais globalement, c'est comment on réduit la surface d'attaque sur le code qu'on produit et les produits qu'on peut délivrer en production. Donc anticiper vraiment en amont, prévenir et plutôt qu'après soigner les blessures. Les blessures. Ouais. Et puis surtout que en termes de cybersécurité, ça peut avoir des impacts quand même assez conséquents pour les entreprises. Clairement. Business. Okay. Ouais, business, quoi. On vient toujours au même mot. Retour au business. On arrive à la fin du podcast. Je ne sais pas si tu as un mot de conclusion. En tout cas, déjà, merci de ta participation. On est très heureux de t'accueillir encore une fois. Et
On a évoqué des sujets très intéressants. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour conclure. Certains passent une annonce à leur famille, à leurs amis. Merci pour... oui, effectivement, joyeux Noël parce qu'on approche des fêtes. En tout cas, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Je l'ai fait avec plaisir. J'ai essayé d'éclairer avec mon parcours, moi, mes prises de vue que je peux avoir sur plein de notions qu'on a pu évoquer. Donc, c'était avec plaisir. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Merci à toi, Stéphane. Merci, c'était très intéressant. Merci, Stéphane. Merci. Et bah top. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur YouTube et vos plateformes de podcast préférées. Vous retrouverez également des extraits de cet épisode sur LinkedIn, YouTube, Instagram et TikTok sur le compte WinTalk. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une évaluation 5 étoiles ou un like. Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de WinTalk. Ciao ciao.